la salle, Excellences, Monsieur le gouverneur militaire, ici représenté par le directeur du cabinet, Messieurs les directeurs généraux, membres de la délégation de Son Excellence, distingués invités, en vos qualités et titres respectifs. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour les institutions membres de la conférence provinciale des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire à laquelle je préside. Il est indiqué à ce genre de circonstances d'adresser les mots de remerciement aux instances qui œuvrent en faveur du bon fonctionnement des structures de formation de la jeunesse congolaise. C'est pourquoi les établissements saluent les initiatives du ministre matérialisées par la création et l'opérationnalisation de l'Agence nationale du développement de l'entrepreneuriat. En œuvre du projet Transforme, dont l'Ituri, les derniers épisodes de conflits qui traversent la province remontent l'année 2017, avec, entre autres comme conséquence, la paupérisation des conditions de vie des familles qui ne parviennent plus à prendre correctement en charge leurs enfants étudiants. Il y a 3 ans, ce projet, pour que nous puissions nous retrouver ensemble, il y a de cela 3 ans. Et vous savez, vous avez participé aux enquêtes pour que l'entrepreneuriat de l'Ituri soit développé. Vous le savez. Les résultats ont été publiés. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que ces résultats, que ce soit dans un pays comme la Russie, c'est connu, que ce soit dans un pays comme le Sénégal, c'est connu, dans un pays comme le Canada, c'est connu, dans un pays comme la France, c'est connu, la Belgique, la Suisse, etc. Et vos efforts pour que ce travail soit réalisé, pour que la réalité soit connue, ce que je dirais, on a fait ensemble et ça a produit un bon résultat. J'aimerais souligner un aspect. Vous savez, on n'a pas à tromper la réalité. La paix, ce n'est pas un luxe. La paix, ce n'est pas un privilège. La paix, c'est notre nature. Et cette paix, aujourd'hui, je m'adresserai à vous les étudiants, vous entrepreneurs. Cette paix aujourd'hui, sachez que vous êtes bénis. Ce n'est pas si simple que ça. Ministre de l'Industrie et du développement des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Il y a quelques années, quand j'ai clôturé ou j'ouvrais les années académiques, si monsieur le recteur se rappelle très bien, j'ai demandé aux étudiants de tracer leur ligne dans l'entrepreneuriat. Parce que vous aurez votre diplôme et vos illusions. La politique de l'emploi chez nous, elle n'est pas grande. Elle est quasiment nulle. Mais maintenant, il faut entreprendre pour créer non seulement l'emploi, mais aussi pour essayer d'être utile à la société. Ça ne devait pas commencer dès que vous terminez vos études. L'entrepreneuriat doit commencer dès que vous êtes sur le banc de l'école, de l'université. Vous commencez déjà à mijoter quelque chose que vous allez faire après vos études, parce que après vos études, les parents, ils vous lâchent, et puis à la fin, vous vous retrouvez nulle part. Camarades, je crois que vous avez capté le message.
Je ne vais pas abuser de votre temps, Son Excellence, Monsieur le DG. La culture entrepreneuriale est censée les financer, leur trouver des marchés, les faire avancer. C'est parce que nous voulons développer cette culture entrepreneuriale parmi vous. Il y a quelques semaines, j'ai lancé à partir de l'université de Lubumbashi le concept d'étudiants entrepreneurs. C'est un concept que je m'étais promis d'apporter à toutes les universités de la République démocratique du Congo. Parce qu'il ne faut pas attendre d'avoir votre licence pour compter votre premier million de dollars. Il ne faut pas attendre nécessairement votre graduat pour compter votre premier million de dollars. Les jeunes comme vous, des autres pays, qui arrivent à créer ces richesses-là, si jeunes, croyez-moi, ils ont exactement le même niveau d'intelligence et de volonté que Dieu a placé en eux, que vous. Exactement, c'est le même niveau. Il n'y a aucune différence. Dépenser jusqu'à 6 milliards de dollars chaque année pour importer de la nourriture. Vous comprenez bien que ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens d'avoir de quoi électrifier tout notre pays, tout le continent, et même le Moyen-Orient, le Proche-Orient, pardon. Et l'Europe méditerranéenne aussi. Et avoir des problèmes d'électricité. Et la liste est longue. Je sais. Si je vous pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas, peut-être on aura un petit débat après ça, je ne sais pas, selon le temps qui est imparti. Je sais que vous aurez beaucoup à dire. Tant sur ce régime que sur le régime passé, et même peut-être sur les régimes à venir, même s'ils ne sont pas encore là. Parce qu'on pense toujours que c'est la faute des autres. Et vous avez raison, jusqu'à un certain niveau. L'État est censé faire certaines choses pour vous, des choses qui n'ont pas été faites, ou qui ont été mal faites, ou qui ont fait de moitié, et vous vous retrouvez dans des situations aussi difficiles que les vôtres. Ceux qui m'ont connu peuvent vous dire, j'ai vécu la vie que vous vivez aussi. La vie d'étudiant, avec toutes ces difficultés, ce qu'on appelait à l'époque la jocole. Tout ce qui était à l'université, ce qu'on appelait le bloc 11. Vous connaissez le bloc 11? C'est quand il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche. Vous allez où? Vous êtes en terre étrangère, vous vous levez le matin, vous venez l'eau du lavabo, vous allez chercher du travail toute la journée, vous rentrez le soir, et le soir vous partagez votre chambre avec 8 garçons, 9 garçons autres qui ont déjà tout mangé, il n'y a plus rien. Vous rentrez encore au lavabo, vous buvez l'eau et vous dormez. La journée est passée comme ça. Et le lendemain, même chose aussi. Les difficultés sont là. Tout ce que je vous dirai ici, c'est en comprenant bien vos difficultés. C'est pour vous dire, malheureusement, nous avons le choix ici. Nous pouvons continuer à nous plaindre. Nous pouvons continuer à blâmer le système, les circonstances et tout le reste. Ou bien nous pouvons alors décider de nous lever, de nous assumer et de dire nous allons arrêter ça parce que nous méritons mieux. Et je suis plus partisan du deuxième choix. Je parlais avec le directeur de la Banque mondiale qui a passé presque 7 ans, 8 ans à Singapour, parce qu'on devait tous aller en séminaire au début. Il dit entre les deux gouvernements, ici au Congo, vous êtes plus éduqués qu'eux, vous êtes plus instruits qu'eux, vous avez plus étudié qu'eux. C'est membres de ce gouvernement-là. Mais ils ont une chose.
ils ont une chose que je ne vois pas nécessairement ici. C'est la colère contre la pauvreté. La colère contre la pauvreté. Ils ont ça dans leur trip. Ils se lèvent avec cette colère-là. Ils vont dans la journée avec cette colère-là. Ils dorment avec cette colère-là. Les dirigeants, les travailleurs jusqu'au balai de l'eau. Cette colère contre la pauvreté. Ils disent assez. On va arrêter ça. Le reste, c'est l'histoire. Allez voir ce que Singapour est devenu. Singapour crée des millionnaires chaque semaine. Je dis bien chaque semaine, il crée des millionnaires. Et toutes les 2-3 semaines, il crée des milliardaires. Et c'est comme à la chaîne comme ça. La création de richesse. Je ne sais pas combien nous sommes dans la salle ici. Nous sommes très nombreux. Croyez-moi, chacune et chacun a un talent spécial qui est une marque divine du bon Dieu. Aussi spécial que votre empreinte digitale est unique. Il n'y a que vous qui pouvez faire la perfection de quelque chose. Les autres vont vous imiter. Pour mettre chacun à la place qu'il faut. Si votre frigo tombe en panne, vous n'allez pas emmener ça chez un cordonnier parce qu'il est de votre église, ou de votre famille politique, ou de votre village. Pourquoi allons-nous prendre le frigo de la Républicaine et on croit que le frigo va marcher? Vous avez la réponse vous-même. Alors, camarades, ce sont des valeurs que je nous invite, pas seulement vous, moi y compris, je nous invite à intérioriser. Si nous voulons un jour changer le narratif de notre pays. Parce que lorsque vous avez ces 4 valeurs en vous, le reste c'est le travail comme le bon Dieu l'a dit. Parce qu'il nous a créé l'intelligence et la volonté. Il attend de nous maintenant de travailler pour l'honorer. Et pour clôturer, je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas honte de ma foi. Mettez Dieu au milieu de tout. Je le dis parce que lorsque vous avez mis toutes ces valeurs ensemble et que vous vous mettez à travailler, l'instant T, comme nous les ingénieurs on l'appelle, où vous êtes au bon endroit, au bon moment, devant la bonne opportunité. Je dis souvent à Dieu, mais si c'était à refaire, peut-être que moi je serais la sentinelle qui me garde là-bas, cette sentinelle serait à ma place. C'est une grâce. Il donne à qui il veut, comme il veut. Mettez Dieu au milieu de tout. Et travaillez. Travaillez durement. Quand je dis durement, je pèse bien les mots. Le président Passage du Nigeria, il disait un soir, on partageait des expériences avec lui. Il dit, dites ceci à notre jeunesse. Nous devons faire du plus. Ça veut dire quoi? Vous voyez, lorsque vous êtes derrière, par rapport à ceux qui sont de loin déjà en avance par rapport à vous, c'est peut-être parce que vous marchez lentement, vous courriez lentement, n'est-ce pas? La première des choses, c'est quoi? C'est accélérer, n'est-ce pas? Pour atteindre au moins leur vitesse, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez que quand vous avez atteint leur vitesse, vous êtes toujours en arrière? La seule différence, c'est que l'écart ne se creuse plus. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est le premier plus. Hein. Accélérer pour atteindre la même vitesse que vous. Le deuxième plus, c'est pour combler ce retard. Faire du plus. C'est-à-dire, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous n'avons plus de temps à nous plaindre. Nous n'avons plus de temps à dire c'est la faute de ce régime, des régimes passés et à venir. Nous n'avons plus à nous plaindre que ce sont les pays voisins, le complot international. Plus on se plaint, plus cet écart continue à se créer. Au lieu de faire du plus. Comment est-ce que vous avez fait pour émerger dans ce secteur malgré que notre fiscalité, la fiscalité congolaise soit caractérisée par une terrible tracasserie? Trop de taxes, trop de documents. Avec 100 $, on ne peut pas arriver à faire quelque chose dans le secteur formel.
il faut seulement aller dans le secteur informel où l'État ne contrôle pas, il faut vendre des beignets là, pour faire des choses. Mais dans le secteur formel avec 100 $, non, maman. Alors comment vous avez fait? Quel est le secret? Je m'appelle Viviane Karanda. Je suis ressortissante de l'université de Bunia d'ici 3 semaines. Et je suis aussi d'une structure d'accompagnement de la ville, bien sûr. Ma question est de savoir comment développer l'industrie sans le développement de l'agriculture en RDC. Parce que le travail même que j'ai pu réaliser a parlé d'idéalisme. Donc comment l'agriculture peut se développer. J'ai une suggestion quant à ce qui concerne le développement de ces secteurs-là. Je suggérerais. Attention, bien sûr, c'est pour les secteurs de l'industrie légère, agro-transformation et les services. Maintenant, comment on peut financer aussi les agriculteurs? C'est avec des conditions, bien sûr, par exemple, d'exiger un peu être à mesure de produire. Parce qu'à chaque fois, il nous dit nous produisons moins parce qu'il n'y a pas de financement. Et du coup, l'industrie ne peut pas évoluer sans l'agriculture. Alors ma question va s'adresser à son excellence, monsieur le ministre, comme géologue. Ma question s'adresse quel est votre héritage que nous allons hériter en tant que scientifique de l'hydraulique après votre passage dans cette instance du pays? Parce que peut-être vous avez fait des bonnes formations. Alors nous délimitons. Peut-être je vais partir demain ou le lendemain. Donc vous allez hériter quoi de vos choses? Abagan Dawa Jules, étudiant à 2e année de licence à la faculté des droits à l'université de Bunia. Dans le contexte actuel de transition économique et technologique, quelles mesures le gouvernement envisage-t-il pour faciliter l'accès à des financements et à des ressources pour le développement de leurs projets innovants afin de stimuler la croissance et de la compétitivité de notre industrie nationale? Merci beaucoup. L'esprit entrepreneurial aussi parmi certains des étudiants qui étaient ici. Notamment le premier, c'est une question classique pour les entrepreneurs, ceux qui ont touché un peu à l'entrepreneuriat. Comment on peut réussir avec tout ce qu'on connaît comme taxes? J'étais président de la Chambre de mines. Nous avons été parmi ceux qui ont été très durs envers le gouvernement. Maintenant, je suis de l'autre côté, donc je dois faire attention à ce que je dis. Il y avait des histoires très chaudes, je me rappelle à l'époque avec le ministre des Finances sortant, devant ce que moi j'appelais une fiscalité, une parafiscalité punitive. Et je pense même à un moment donné, j'en ai appelé à l'arbitrage du chef de l'État. Je me rappelle ce soir-là, j'étais tellement monté que j'ai cherché à voir le chef de l'État. Il m'a reçu, je lui ai dit, Monsieur le Président de la République, sauf respect que je vous dois retenir une chose. Votre salaire à vous et votre gouvernement, c'est payé par les milliers, pas par les vendeurs de poissons de bière ici à Kinshasa. Un peu de respect. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais monsieur, vous êtes fâché. Et je l'étais effectivement. Donc c'est pour vous dire que c'est des sujets qui fâchent, c'est comme ça qu'on les appelle. Et c'est ce qui fait justement qu'aujourd'hui, le PIB du pays n'est là où il est. C'est ce qui explique le fait qu'on ne voit pas l'émergence de beaucoup d'entrepreneurs. Ça explique cela. Il n'y a pas que la bureaucratie. Parce que ce que j'ai découvert en tant qu'entrepreneur, c'est que parfois nous sommes aussi mal informés. Il y a aujourd'hui une fiscalité qui est adaptée à l'entrepreneuriat, puisse évoluer et se faire des muscles et décoller, avec même cette fiscalité allégée, la telle qu'on l'appelle aujourd'hui. Elle reste encore lourde aujourd'hui. On ne peut pas non plus s'attendre à ce qu'un entrepreneur réussisse lorsqu'on lui prête à un taux de 12%, 15%. C'est impossible. En toute réalité, un entrepreneur doit aller en dessous de 2%. Peut-être. Pour qu'il puisse, les 2 ou 3 premières années, se faire du muscle. Et graduellement, alors, l'emmener dans un régime qui est un peu plus... qui peut se permettre de se... Donc la question, elle a tout son besoin d'or. C'est un débat qui existe. Mais il y a une démarche qui est en cours aujourd'hui pour qu'en dépit, continue à vous battre.
Comment développer l'industrie sans développer l'agriculture? Il faut financer les projets agricoles, vous avez tout à fait raison. Il faut en faire plus pour réussir l'agriculture. Il y a plusieurs conditions que nous devons réunir. Il faut financer, mais pas seulement financer. Il faut des semences améliorées, il faut un rendement à l'hectare qui est meilleur. C'est climatique. Les variations climatiques qui font qu'aujourd'hui, il faut commencer à anticiper sur toutes ces variations et les conséquences que ça aura sur l'environnement. Ça demande beaucoup de technologie aujourd'hui. Les pays qui ont réussi l'agriculture, lorsque l'économie va mal, il y a des subsides de l'État pour les fermiers, pour les agriculteurs, les coopératives, pour leur permettre de tenir le coup de la conjoncture jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Ce n'est pas tout. Il faut également le protectionnisme des frontières contre les importations concurrentes et frauduleuses. Mais seulement dites une chose, et c'est une leçon dans la vie. Les opportunités, c'est comme un oiseau, ça vient, ça passe, vous les saisissez, ou bien vous les ratez. Et quand vous les avez ratés, assumez aussi la responsabilité aussi. Non, l'héritage que je vais laisser pour le moment, c'est le suivant. Il y a toute une série de mesures qui sont en train d'être coulées en décret et en loi. L'avant-projet de loi est d'ailleurs, nous l'avons terminé il y a quelques jours, mais ça doit passer encore dans la commission des lois du gouvernement, ça doit passer au Parlement. C'est la loi du contenu local. La loi du contenu local, ça veut dire en français facile, priorité aux nationaux, dans tous les domaines. Que ce soit dans le mines, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans tout. On ne va pas demander l'avis des étrangers, c'est une loi. Les Congolaises et les Congolais auront une priorité. Et alors, ça sera à nous les Congolaises et les Congolais de saisir cette opportunité-là. Retenez bien ça, la loi sur le contenu local. Elle va faire couler beaucoup de sang, pas de salive. Ça fera beaucoup de menaces à notre pays par tous ces étrangers qui pensent avoir investi, avoir des droits inaliénables. Donc ça sera une loi, ça sera comme on va laisser. Si vous ne voulez pas, vous pouvez partir. Les Congolais sont tout à fait capables aujourd'hui d'assumer leur avenir, d'assumer leur vie, et ils auront la priorité. Mais j'aurais tant voulu voir de tous ces millions d'emplois, les premiers millions d'emplois créés pendant que je suis encore là. Malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du chef suprême, qui est notre chef d'orchestre. Il peut demander à tout moment de vous retirer cette fonction, de vous confier à quelqu'un d'autre. C'est vrai, il y a la continuité de l'État. L'État va continuer. Mais j'aurais tant voulu voir ces premiers millions d'emplois créés sous mon ministère parce que c'est un des plus grands focus. Les mesures pour soutenir les entrepreneurs et promouvoir les entrepreneurs. Donc pour les soutenir, quelles mesures? Et justement, les mesures, c'est toutes ces réformes qui ont abouti à la mise en place de toutes les structures qui sont devant nous. Essayez de comprendre les opportunités que nous mettons devant nous. Ces structures ne se sont pas créées par une génération spontanée. C'est une réflexion approfondie qui a été faite et qui a abouti à la création de ces structures pour dire, bon, qu'est-ce que nous faisons de notre jeunesse? On ne peut pas tous leur donner du travail comme salariés. C'est vrai, le système éducatif ne les a pas formés à l'entrepreneuriat. Bon, ben, comment nous les formons à l'entrepreneuriat? Comment nous inculquons cette culture, cet esprit entrepreneurial dans toutes ces structures que nous avons? Donc, maintenant, est-ce que c'est assez? Non, ce n'est pas assez. Nous devons encore faire davantage. Nous devons avoir encore davantage de moyens. Parce que quand vous venez avec des projets, nous ne voulons pas vous dire nous n'avons pas les moyens de vous soutenir. Non, nous voulons dire voilà, nous avons les moyens. Et parfois les moyens ne suivent pas. Il faut constamment chercher ces moyens-là. Il faut en chercher davantage, mais c'est une démarche qui a déjà commencé. Donc ce que moi je vous demande, je vous invite encore une fois à saisir l'opportunité, à saisir le moment. Vous n'êtes pas obligé d'être seul, vous pouvez mettre ensemble pour présenter un projet fédérateur. C'est aussi bon.
Parce que c'est aussi ce que j'ai remarqué dans la jeunesse. On veut trop faire seul. N'ayez pas peur de l'être. Si vous pouvez joindre vos intelligences, vous serez encore plus fort, plus potent. Il faut le faire. Je me rappelle cette expérience quand j'ai construit Kibali. Je suis allé jusqu'à Kissamel. On était en 2006 ou 2007. Et j'ai demandé à la FEC, montrez-moi les entrepreneurs qui ont des camions. Parce que j'avais besoin de créer une structure avec 200 camions, remorques. Parce que la logistique entre Mombasa et Kibali, camion, l'autre en avait 7, l'autre en avait 2, l'autre en avait 6. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Parlons ensemble, mettons le tout ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe après? Chacun vient vous voir à côté pour vous dire, ah, moi, s'il y a tel et tel, en tout cas, moi, je préfère regarder les camions. Ou bien moi, vous allez traiter avec moi, avec mes camions, moi seul. C'est bien. Et voilà la conclusion, la triste conclusion de l'histoire. La société qui avait gagné ce marché-là, c'est une compagnie faite de 18 familles indiennes basées à Mombasa, qui ont mis chacun 15 camions, 10 camions, 20, etc. Ils ont rassemblé les 200 camions, ils ont mis ça sous la même peinture, avec une marque donnée, ils ont pris des participations au prorata des camions qu'ils avaient donnés, ils ont gagné le marché. À qui la faute? Vous allez me poser encore la question, quel héritage je laisse? On appelle ça le coût des opportunités perdues. C'est un coût réel, je peux le dire à ceux, aux aspirants entrepreneurs. Lorsqu'une opportunité vient devant vous et que vous ne l'avez pas saisie, si ça devait valoir 500 $ ou 1 million $, quelqu'un d'autre a saisi ça. N'allez pas seulement dormir pour vous dire, bon, l'équipe d'amour, demain je verrai. Vous avez perdu réellement 1 million $ ce jour-là. C'est un coût réel. Ceux qui ont été dans les écoles d'affaires comprennent de quoi je parle ici. Est-ce qu'on peut applaudir pendant que ce